Y'a Platine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Improve, bien sûr, ton podcast favori bimensuel. Et aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques. J'ai eu deux, trois questions intéressantes. On va voir un petit peu le temps qu'on a, le blabla que j'ai, parce que vous le savez très bien, je blablate facilement. Et c'est parti. Donc alors, j'ai le PC tout simplement à côté parce que je me suis fait des petites notes, pas faire ça à l'arrache quand même. Et j'avais quelques thématiques qui étaient très intéressantes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais un petit débrief où est-ce que j'en suis. Je remercie tous et toutes les nouveaux élèves pour leur confiance déjà dans un premier temps. Et vous êtes de plus en plus nombreux, pareil, que ce soit à nous suivre ou tout simplement dans le coaching. Et comme vous avez pu le voir en story, récemment, en plus de travailler avec Kevin sur un accompagnement psychologique, j'ai ouvert officiellement des places avec Marie, une coach adorable que je forme, que j'ai formée et que j'ai aussi en tant qu'athlète. Du coup, c'est parti. Vous allez tous à prendre une petite bouteille d'eau, à graille si vous avez, à faire votre cardio si vous me regardez pendant le cardio. Et c'est parti. Alors, avant tout, j'avais comme thématique le sacrifice de sa santé mentale au nom d'un physique. Et la santé mentale au nom d'un physique, c'est quelque chose de très intéressant. Puisque finalement, se créer un physique peut sortir d'une anorexie, de troubles obsessionnels du physique, de l'obésité, tout comme ça peut être aussi un changement de genre, si je puis dire, parce que mine de rien, il y a une transformation physique, et à la fois peut te faire changer mentalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'athlètes, la majeure partie sont des athlètes, ou des personnes qui ont été mal accompagnées, qui ont des mauvaises expériences, ou qui font des erreurs comme on fait tous et comme j'en ai fait, et qui, en voulant sortir de l'obésité, tombent dans l'anorexie, et en voulant sortir de l'anorexie, tombent dans l'obésité, ou des TCA, ou des extrêmes. Et finalement, ça va coûter une santé mentale qui, elle, va aller dans un extrême qui va te coûter ta santé physique et physiologique en plus. Et là, c'est un engrenage, mais sans fin. Donc, au niveau du sacrifice de sa santé mentale au nom du physique, est-ce que ça en vaut est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis pas très sûr, mais à la fois, faut, pour l'avoir vécu, se rappeler que quand on est là-dedans, il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas encore à prendre du recul, puisque il faut aller faire ses erreurs pour s'en apercevoir, puisqu'il est rare qu'on arrive aussi à écouter pleinement quelqu'un. C'est-à-dire que, et je pense que ça va parler à tout le monde, mais là actuellement, si quelqu'un est borné, si quelqu'un est borné, on sait très bien qu'il faut, comme dirait Kevin, que l'impulsion vienne de l'intérieur. Et c'est là où c'est tout un complexe, en tant que coach également, de faire réussir à prendre conscience, ou de choix, à un élève ou quiconque, finalement, ça peut même être un de nos proches, en lui faisant prendre en compte que ça vient de lui et qu'il va falloir qu'il le change un petit peu. Donc très intéressant, très très intéressant. Et on pourrait débattre sur plein de choses. Maintenant, quand vous faites des choses, jeunes, pas jeunes, parce qu'on a tous l'âge qu'on doit avoir, mais surtout la maturité et l'expérience de vie qui en vient, prenez en compte que qu'importe votre passif, qu'importe votre maturité, qu'importe ce que vous voulez faire, présent, passé et futur, euh, prenez toujours un point de recul. Très important, très très important. Et posez-vous les questions de est-ce que c'est sain, durable et rationnel. C'est comme mon avis, tout est discutable, tout est contextualisable, et à quel point aussi vous avez besoin de ça pour changer. Donc très intéressant, et je pourrais vous faire un podcast de 2h30, mais sans problème là-dessus, mais je vais éviter, parce que c'est pas non plus le but, et il y a beaucoup de contexte à mettre.
Je vais vous parler de mon cas, parce qu'au moins je suis sûr il est possible, parce qu'il a été. Mais personnellement, j'ai pas été dans l'anorexie physique, mentale, oui, parce que ça a été une obsession. Pas déclarée par les médecins, parce que bien sûr les proches ne s'en aperçoivent pas. Oui, je comprends pas, tu manges trop, tu manges pas assez, nanine, bref. Qu'importe, on peut être soutenu mais pas compris comme on dit. Mais des fois on peut ne pas être compris ni soutenu d'ailleurs, mais c'est pas grave, on fait pour nous heureusement. Mais soyez prudent quand vous entamez une perte de gras, que ça ne devienne pas obsessionnel à ne plus en vivre. En fait, et c'est ce que je dis, et c'est un des points qu'on va parler un petit peu tout à l'heure, où je vais voir la base de la création de budget, prenez en compte que ce qui est durable, c'est un équilibre. Si vous n'êtes pas un athlète, donc pour 99% d'entre nous, on n'a qu'une vie, du moins on se souvient que de celle-ci si on en a plusieurs, et il faut trouver l'équilibre. C'est pas un repas sur, mettons vous en mangez 5, 6 par jour, on va dire 5, donc 7 x 5 ça fait 35. Ouais, de d'autres sur la calculette. Pour être sûr de pas dire une bêtise. Bref, si vous en faites un qui sort du lot, ou comme moi, si vous allez travailler à Starbucks, prendre un milkshake de temps en temps, deux, et encore c'est deux petits, c'est pas grave. Ce qu'il faut garder, c'est cet équilibre. D'accord? Et ajuster sur le reste. Donc, faut pas que vous vous privez socialement quoi. Par contre, faire des choix intelligents, ça oui. Et ça, par contre, c'est clairement la clé. Et de trouver aussi votre équilibre. Ok? Bon, je vais fermer et clôturer cette thématique parce que pour moi, elle est très binaire dans sa réponse. De par mes pensées à moi, mais la santé mentale ne doit pas coûter un physique. Et un physique ne doit pas coûter une santé mentale. Les deux. Il faut être rationnel et équilibré là-dedans. Ok? Bref, sujet très intéressant et je serais d'avis d'échanger avec vous si vous avez eu des expériences là-dedans ou si vous avez un avis totalement divergent ou opposé à celui-ci. Parce que le but, c'est pas de vous balancer ce que je peux penser comme idéologie, mais de comprendre que tout est toujours contextualisable, mais surtout, tout doit être équilibré. Sinon, c'est pas durable, c'est malsain, mauvaise fondation, et c'est voué à l'échec. Donc ça, c'est pas pour rien d'ailleurs que je travaille avec Kevin, qui était aussi le binôme sur lequel on fait une prouve, donc les podcasts. Tout simplement pourquoi, et j'ai de plus en plus d'élèves avec qui on bascule sur des suivis à deux, et même mes athlètes, je pense honnêtement qu'ils seront accompagnés très bientôt avec lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, en plus je le vois sur les réseaux, et c'est la plus grosse connerie, dire que on va le faire changer mentalement. La plus grosse connerie sur les réseaux, c'est, et je le vois, c'est une tendance, disent on va le faire changer physiquement pour le faire changer mentalement. Oui, la personne doit évoluer, mais si tu ne crées pas une base saine mentalement, ben ça va être au sacrifice de sa santé mentale pour son physique. Et là, il y en a plein qui font tout après et qui refont mais 10 pas en arrière, qui retombent dans l'obésité, qui retombent dans les TCA, qui retombent dans le malheur parce qu'en plus, vous les avez amenés dans un physique qui a été leur prime actuellement. Mais là où c'est hyper péjoratif et que vous êtes tous des grosses merdes, quand vous faites ça, je suis désolé, et c'est un truc qui m'énerve, c'est que vous les avez amenés à leur prime, mais vous les ramenez aussi à leur pire, dans la foulée. Et ça, par contre, c'est pas acceptable en tant que coach. Donc, bref, je divague, en plus je suis en train de m'énerver, mais c'est un truc que je tolère pas et c'est un truc que je vois de plus en plus à la mode sur les réseaux pour vendre du résultat. Oui, vendez du résultat, mais est-ce que vous vendez aussi vos descentes aux enfers? Je ne crois pas. Bref, donc voilà, c'était la petite aparté et j'avais comme autre thématique la base d'une création de jet. Tout simplement pourquoi? Parce que je trouvais que ça corrélait avec la santé mentale au monde du physique, qui est souvent la plus grosse problématique que l'entraînement. Dans le sens où vous entraînez à la fréquence que vous voulez, on a tous essayé de faire du 7 sur 7 à un moment donné, mais on s'aperçoit naturellement et on se corrige que
4-5, c'est très bien. Voire 3 pour souvent l'équilibre qu'on doit avoir. Si on fait de la muscu. La muscu n'est pas une obligation. Trouvez ce qui vous plaît. Donc je voulais parler un petit peu plus de la diète et de l'équilibre. Il y a des grandes lignes qui effectivement sont vraies hors cas précis. La première grande ligne, ça va être l'équilibre, entrée des apports et sortie des apports, donc la dépense. C'est vrai. Mais si on suit une logique qui a du bon sens et qui n'a pas besoin d'avoir 50 études, à un moment donné, il faut aussi du bon sens, c'est qu'on est fait pour survivre. On n'est pas fait pour être ni moi derrière une caméra, ni quoi que ce soit. Demain, on fait Koh-Lanta ou quoi, je vous garantis que le corps, il va vite comprendre ce qui lui arrive aussi. Et il est fait pour survivre. Très simple. On est fait pour survivre. On a le luxe et on peut se permettre maintenant d'être en plus en bonne santé. Et c'est très important et c'est à prendre en compte dans le sens que cette fameuse balance énergie qui rentre, énergie qui sort, elle est vraie quand votre corps fonctionne bien. Mais on part du principe que vous mangez déjà pas beaucoup et que votre corps il se dit quoi ? Je mange pas beaucoup, et du coup je stabilise tout ce que je peux, je ralentis le métabolisme au maximum, ralentissement d'organes, BPM au minimum, thermogénèse au minimum, dépenses au minimum, etc. etc. À un moment donné, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des métabolismes basales où la personne te dit je mange 1000, 1002 et j'arrive pas à maigrir, je vais baisser encore. Mais à un moment donné, tu veux baisser quoi de plus ? J'attends une réponse. Tu pourras rien baisser de plus. Et c'est là où, dans ces cas-là, cette grande chaîne, cette grande règle, cette grande loi qui est vraie, de la balance entrée-sortie, et il va falloir la contrer. Pourquoi ? Parce que tant que vous n'aurez pas une physiologie qui marche normalement, qui carbure, parce que oui, votre corps, c'est tout simplement, il carbure, c'est un chauffage, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une température. C'est pour ça que sur les étiquettes des apports, il y a marqué kilojoules à côté des calories. On a un chauffage. Et en fait, au plus vous mettez de bûches, au plus vous montez la thermogénèse de votre chauffage, il faudra corréler au corps dans ma comparaison, et au plus ça va carburer, et au plus vous allez pouvoir envoyer des bûches. Par contre, si vous maintenez tout juste descendre au chaud, ça va être long de rallumer un feu. D'accord ? Donc ici, c'est le même principe. La grande règle est vraie sur les apports, l'entrée et la sortie, mais par contre, elle est fausse si tout est déjà en mode survie. Et là, il va falloir faire comprendre au corps qu'on a envie. Et c'est ce pourquoi, vous avez pu le voir dans mes stories, dans la transformation, que d'ailleurs, avec Kevin, il y a eu une transformation de Manon, avec Marie, il y a eu aussi une transformation de notre Manon, où on mange plus, on perd du gras. Mais pourtant, il y a cette règle numéro 1 de la balance entrée-sortie. Oui, mais d'abord relancez votre métabolisme si vous mangez déjà peu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de prendre du temps aussi quand vous le fassiez. Quand vous le faites, pardon. Ça prend du temps, il faut montrer au corps aussi que l'énergie, elle est là et qu'on s'en sert à bon escient, donc avoir une dépense un peu plus élevée, mettre un chou plus de steps, les performances qui vont monter, la bonne humeur, le meilleur sommeil, le moins de stress, moins de fatigue, etc. etc. Donc, comment créer sa diète ? Déjà, ça va dépendre de ça. Et comprendre qu'il va falloir manger. Et à partir de là, il y a plusieurs choses. Selon le sport que vous faites, il y a des optimisations à faire, selon les voies métaboliques. C'est des filières énergétiques. Maintenant, dans la majeure partie, il faut des lipides, oui, mais il faut aussi énormément de glucides. Et en fait, par contre, sur quand vous créez votre diète, s'il vous plaît, envoyez de la calorie. Il va falloir manger. Parce qu'en plus, quand vous prenez par exemple des aliments bruts, vous avez la TEF. Donc c'est la thermogénèse que votre corps a durant la combustion et l'assimilation et la digestion de vos aliments. Et au plus ceux-ci vont être bruts, au plus votre TEF va être élevé. Donc, admettons que vous consommez 2000 calories. On ne parle pas de macro, on parle juste d'un total. 2000 calories en sneakers, d'aliments industriels transformés, raffinés. Ces 2000 calories, ils vont vous coûter 2000 calories. Entre la dépense, etc. et votre digestion. C'est votre stabilisation. Par contre, si vous mangez 2000 calories d'aliments bruts, déjà au-delà de la haute densité comparée aux aliments raffinés de micronutriments qui est super intéressant, vous allez avoir une thermogénèse beaucoup plus élevée et qui peut s'élever jusqu'à 20%.
Donc vous vous rendez compte que si on fait 20% de 2000, ça fait 400 calories. Ça veut dire que votre corps, en mangeant le même total calorique, mais juste des aliments non transformés, peut brûler jusqu'à 40% de plus. C'est énorme. 400 calories, ça fait un repas ou deux petites collations selon ce que vous faites. Ou un mid-check si vous avez la Starbucks comme moi. Mais rendez-vous compte que vous additionnez ça x 7 jours, x 365. Et je vous laisse le nombre de repas que vous aurez pu manger en plus à dépenser également. Je dis ça, je dis rien. Je dis juste que j'aime manger aussi. Bref, c'est pas pour autant que les aliments industriels sont bénis, non, tout est question d'équilibre. Mais quand vous créez votre diète, partez du principe que déjà vous mangez assez, vous mangez des aliments bruts, et à partir de là, on va réfléchir. Parce qu'effectivement, à calories égales, votre composition corporelle va être aussi modulable selon l'organisation de vos macronutriments, lipides, glucides et protéines. Ça, c'est vraiment propre à chacun et je ne donnerai pas de chiffres, quand bien même qu'il y a des fourchettes à prendre en compte, au cas par cas, selon votre gestion, votre tolérance et l'assimilation de tout ça. Donc, je vais donner aucune fourchette parce que même les fourchettes moyennes sont ajustées selon les personnes, les pathologies, etc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des choix stratégiques à faire. Et quand on parle de comment créer sa diète, c'est très simple si vous ne savez pas comment vous y prendre. Astuce numéro 1, et c'est ce que j'ai fait en post-compète quand je ne savais absolument plus ce que je voulais manger. Vous vous laissez un jour, une semaine, et en fait, vous allez noter ce que vous voulez manger plus ou moins de base. C'est-à-dire que vous vous levez, vous voulez un bagel, 2 œufs, du bacon, un exemple. Repas 2, midi, pommes de terre, bavette, poêlée de champignons, huile d'olive, etc. Ok. Troisième collation, milkshake, crème de riz, whey, banane que vous allez mixer, un peu de coco râpé, voilà. Et quatrième repas, un pavé de saumon, 2 œufs, une salade et un fromage blanc. Et vous allez noter petit à petit ce que vous allez manger sur la semaine. Donc déjà, vous allez avoir le total si vous avez une application, mais surtout, vous allez vous rendre compte que naturellement, on a des routines. Même si on est libre de manger ce qu'on veut, vous allez souvent peut-être faire le même petit déjeuner ou la même collation parce que vous êtes au travail, etc. Et c'est à ce moment-là où ça va être intéressant de prendre vos repères, garder l'organisation de vos repas, 4, 5, 6, selon ce qui vous arrange et selon votre gestion. Et à partir de là, par contre, moduler les quantités pour respecter les macros qui vous conviennent. C'est très simple. Et rien n'empêche que si, de manière équilibrée, vous avez 80% de votre alimentation qui est propre, d'où la loi de Pareto, le 80-20, à ce moment-là, pour l'adhérence, avoir un spéculoos, un cookie. Et qu'on ne commence pas à me dire que oui, c'est le spéculoos qui va empêcher la perte de gras. Lisa, mon athlète, a gagné l'overall, donc championne des championnes de France en bikini. Un mois avant la scène, elle avait encore un spéculoos. Donc à un moment donné, il faut juste respecter ses grandes lignes, comprendre que l'adhérence est la clé, et par contre, se laisser le temps nécessaire pour atteindre l'objectif. Ça, c'est aussi une très grande règle. Donc si je dois réénumérer ça, balance énergétique, adhérence, micronutrition, patience. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'aliments à bannir, il n'y a pas d'aliments favorables, il y a des optimisations intéressantes, mais il n'y a que de l'adhérence en règle numéro 1. Après, encore une fois, pour qui, pourquoi, comment. Là, on parle d'une perte de gras classique, d'un lifestyle, d'un équilibre. Demain, vous me dites que vous êtes athlète, non, il y a de l'optimisation à faire quand même. Quand bien même que j'ai bien dit il y a quelques instants qu'un spéculoos, c'était pas la mort. Vrai, mais c'est que 99% du reste est optimisé. Mais dans un cas d'équilibre, il est là, la clé elle est là. Donc, pour créer votre jet, c'est très simple, créez votre prémisse, prenez du recul et modulez juste les quantités. Mais gardez votre adhérence, c'est très important. Donc voilà, donc c'était les deux petites thématiques que je voulais voir un petit peu ici, et je ne vais pas vous dévoiler tous mes secrets, mais ça me tenterait bien de vous montrer un petit peu des plans ou autres aussi, pourquoi pas une prochaine fois. Et j'avais juste deux questions qui étaient intéressantes. Il y en a une, c'était Manon, et l'autre, c'est Anthony qui me l'a posée. Oui, parce que Mathieu, tu me demandes comment muscler les coccinelles. Petit clin d'œil, mais je ne vais pas te répondre. La question de Manon est comment gérer les émotions sans être impacté soi-même.
C'est une très bonne question parce que comme vous avez pu le voir, j'aime énormément la psychologie dans l'accompagnement et pour moi, quelqu'un qui ne va pas bien mentalement, ça va être impossible de le faire progresser durablement. Donc, comment gérer les émotions? Je pense que déjà on n'est pas tous aptes à le faire, quand bien même que ça s'apprend. Pour moi, c'est quelque chose qui est inné en nous. Il y a des personnes qui ont des philosophies qui font que, ou des parcours de vie, ou tout simplement dans leur nature, qui sont plus empathiques, plus à l'écoute, et qui comprennent mieux l'humain que d'autres. C'est pas pour autant que tout le monde en est capable, et c'est pas pour autant que personne n'est capable. Je dis juste qu'il y a des personnes chez qui c'est naturel de le faire, et à un moment donné, on aura beau avoir la recette du meilleur cuistot, la sauce aura jamais la même saveur que celle du chef. Donc, euh, comment gérer les émotions? Bon, ben ça, voilà, c'est un peu inné. Maintenant, sans que ça nous impacte, honnêtement, je vais parler à mon nom et d'une généralité, mais au cas par cas. À mon nom, j'ai déjà été impacté, euh, positivement comme négativement d'ailleurs. Et, euh, et là où pour moi il y a un équilibre à faire, c'est que déjà le pro c'est le pro, et de pas l'amener dans son perso ni dans sous son toit, etc. Mais autre point, parce que déjà il y a confidentialité, mais autre point, c'est que je le vois un petit peu comme une batterie. Je suis dans la capacité de pouvoir donner ça sans que ça néglige. J'ai déjà passé certaines frontières où, bah, tant pis, il m'a fallu un peu plus de temps pour récupérer émotionnellement parlant. Mais quelqu'un qui veut aider des personnes très humaines sans être impacté, c'est pas possible. C'est comme vouloir dire je veux une voiture mais je veux pas des rayures. C'est sûr, dans notre vie on aura des rayures. Par contre, quelles rayures on tolère et combien on peut en tolérer. Et à nous de savoir quelle conduite on va aborder. Si on n'a pas peur de se faire une portière, bon, on peut y aller. Moi personnellement, avec du recul, tant que je peux le faire, je le fais. Mais j'ai pas peur maintenant de me poser, de faire un peu de méditation, prendre du recul là-dessus. Ou alors, aussi, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, comme certains font, avoir des milliers d'élèves, j'exagère, mais une grosse centaine, ou alors ils sont juste pas humains, et ils pipeautent là-dessus. Donc, comment gérer les autres sans être impacté? Je dirais que déjà, il va falloir aller être impacté, voir ce que ça fait et comment on le gère, et surtout, prendre soin de soi, parce que vouloir aider les autres, c'est bien, mais se tuer pour aider les autres, non. Sachant que la réalité, on s'entendra tous bien avec quelques élèves, c'est une vérité, parce qu'on est humain, mais demain, tous les coachs, ou tous les psychologues, ou tous les corps de métier où il y a de l'humain, que ce soit des magnétiseurs, des thérapeutes ou autres, la réalité c'est que on donne du temps à ces personnes, à bon escient, et c'est en vrai, mais à trop en donner, il ne faut pas oublier que le temps qu'on donne est du temps qu'on peut ne pas passer pour soi ou avec sa famille. Donc, à mon sens, il y a du temps à donner, oui, parce qu'on est obligé, c'est notre corps de métier, c'est ce qui nous anime et c'est ce qu'on veut faire et c'est notre choix. Mais je pense qu'il est à ne pas négliger sur le fait que ça nous impacte et de le ramener dans notre cocon personnel. Donc, prendre du recul, souffler, savoir temporiser quand il le faut. C'est pas pour autant que s'il y a 2-3 élèves d'un coup qui se sentent mal, là on fait un petit push, mais savoir se donner une réserve. D'où le fait de jamais se donner à 100%, parce que si on se donne à 100% et que d'un coup on a besoin de faire un 110, là on va se prendre un mur. Alors que si on se donne tout le temps à 80 et que c'est efficient, on se garde ces 20% qui de temps en temps sont tolérables d'aller les donner. C'est ma vision, elle est propre à moi-même, et chacun doit avoir la sienne là-dessus, mais très bonne question. Et j'ai quand même répondu sans souci. Et l'autre question d'Anthony, être coach et être coaché. Très bonne question. Être coach, je vais reformuler ma phrase. Être un coach qui a compris
que 8 ou 9 coachs sur 10 sont incompétents, voire pas du tout à jour dans leur domaine. Quand je vois des coachs qui ont plus de 10-15 ans d'expérience et qui apprennent avec un autre coach ce qu'est la flexion de genou, pardon, mais c'est la bioméca, c'est la base du métier en fait. Quand ça fait qu'on a en apprentissage, il n'y a pas de problème, ok. Mais quand je parle avec un autre coach et je lui demande un exemple concret, je vous sors. On parle du pullover, un exercice pour le grand dorsal qui permet un grand stretch, bref, qu'importe. Et je lui dis, parce qu'il le fait mal et qu'il sent ses triceps, quel est le rôle du grand dorsal, quel est le rôle du triceps. Je parle à un coach. Et moi là, il me dit, bah, je sais pas. Mais en fait, comment voulez-vous comprendre ce que ressentent vos élèves si vous ne connaissez même pas la base de la biomécanique? Alors oui, il ne faut pas pousser des choses extrêmes si vous n'êtes pas spécialisé dans des choses, et quand bien même c'est bien d'avoir plusieurs outils dans notre boîte à outils, mais il y a une base quand même. C'est comme en nutrition, il y a une base. Que vous ne soyez pas expert en physio, c'est une chose. Mais il y a des bases. Et les élèves, ils nous confient leur santé quand même, et leur transformation. Je me vénère tout seul en plus. Donc ça. Donc être coach et être coaché, bah déjà, moi en tant que coach, je fais confiance en personne, et surtout pas en France. Et franchement, des bons coachs, en France, hein, que je connais personnellement et que je sais qu'ils font du bon taf et je sais comment ils travaillent, et qu'ils n'ont pas copié les supports des autres coachs, etc., il y en a, allez, sur les doigts d'une main. Vraiment sur les doigts d'une main. En grand nom, hein, je parle. Après, en petit nom, il y en a des très bons. Par exemple, en très très bon, et franchement, yeux fermés, il va y avoir Fitness Break. Bon, je pense que lui est très connu par nous tous. Punisher, qui montre pas son visage, etc., si certains connaissent. Anthony, je vais vous le dire, je vais vous l'avouer, mais c'est mon coach. Il est très content d'ailleurs, parce que du coup, c'est aussi mon athlète, et surtout, mon pote. Donc je sais aussi comment il est, et il est ostéo. Et je travaille aussi avec les Pro dans les accompagnements, on fait un Formula 2. Marie, très humaine, et pareil, je sais ses compétences et je sais comment elle travaille parce que je travaille avec et elle travaille comme moi, donc je suis sûr de ça. Et dans le sport, il y a quelques d'autres noms, mais il y en a une petite dizaine après des sympas, dont des élèves comme là, je vois la notification Valérie, qui est une élève à moi, qui est aussi très bien pour les femmes. Bon, enfin bref, qu'importe. Donc être coach, être coaché, oui. L'objectif est lequel? Si c'est pour du lifestyle, pour moi, il n'y a pas lieu en tant que coach d'être coaché. Mais aussi en tant que coach, c'est intéressant de tester des trucs sur nous. Donc, si on a la lucidité et le recul nécessaire, autant s'auto-coacher, et le temps, ça prend du temps, pour pouvoir tester des trucs. Moi, personnellement, je suis resté... j'ai été coaché une fois pendant ma prépa, l'expérience a été ce qu'elle a été. Et là, avec Anto, l'expérience est très bonne. Et c'est nécessaire de faire les choses seul aussi. Mais c'est pas pour autant qu'on doit être fermé à avoir d'autres choses. Ça, c'est encore une autre question. Donc, être coach, être coaché, oui. Si l'objectif est une préparation quoi pour pouvoir poser la tête, je suis un plan. Ou certains objectifs. Maintenant, je dirais qu'au vu des incompétents qu'il y a en France, non. Honnêtement, non. Bon, du coup, je vous spoil. Je suis coaché par Anto parce que je connais ses compétences. Je lui ai laissé la main sur mes macros, sur ma jet, l'entraînement, mais autant lui que moi, parce que je le coach, on se laisse tout seul la main parce que personne d'autre que nous, même coach ou non, nous connaîtra mieux que nous, et on a les compétences pour s'écouter et s'autoréguler. Donc sur la jet et l'entraînement, sur l'entraînement, on se laisse l'autonomie là-dessus, quand bien même que, sans prétention, hein, je pense que je fais partie quand même des meilleurs sur l'entraînement maintenant, et que vu qu'il est ostéo, il me dépasse mais d'une flèche
C'est pourquoi je travaille avec lui aussi en préventif de blessure ou autre. De toute façon, mes élèves le savent, ils ont accès à tout un support sur la partie ostéo, échauffement et mobilité du corps. Mais parce que la biomécanique, c'est une chose, et c'est d'ailleurs quelque chose de très très important et qui me régale. Les insertions, c'est une chose. Maintenant, le fascia, la liberté de mouvement, ça c'est l'ostéopathie, et ce pourquoi je travaillais avec Anto là-dessus. Euh, donc voilà, donc moi personnellement j'ai laissé la main juste sur mes macros, parce que j'ai mes habitudes sur les diètes, ça me permet de pas réfléchir, Anto gère très bien ça, et moi je le gère aussi très bien là-dessus, donc être coaché, oui, avec des gens intelligents. Je finirai là-dessus. C'est tout. Donc voilà, c'était une thématique très bonne. J'ai eu 2 questions. J'en ai eu d'autres qui sont aussi intéressantes, qui mériteraient un autre podcast. En vrai, je regarde tout. Je pense que j'en ferai même des réels, pour être honnête. Euh, Qu'importe le changement que vous voulez faire, avec ou pas quelqu'un, prenez toujours du recul et faites les choses bien. Faites les choses bien parce qu'il faut que ça soit durable. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, avec des impacts positifs ou négatifs. Donc voilà. Je voulais juste remettre au centre 2 points, et je vous laisse là et j'arrête de vous embêter sur le podcast. Comme vous avez pu le voir, donc, je travaille avec Marie, enfin plutôt Marie qui travaille avec moi, sur les offres. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, d'accord? Elle sera toujours plus accessible que moi. Autre point, je travaille aussi toujours avec Kevin sur la psychologie, n'hésitez pas. Et bon, l'idée c'est d'être ultra compétente partout. Je travaille aussi avec Anthony en tant qu'ostéo. Donc, coach sportif, nutrition, psychologie, ostéopathie. Je pense qu'on peut répondre à tout le monde. Et surtout être compétent sur tous les aspects. Donc voilà. Si certains des questions, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager en story. Ça fait toujours plaisir. Que ce soit pendant votre cardio, là où vous êtes, là maintenant. Vous savez quoi? On prend 2 secondes, faites une photo, faites un screen de ma sale tête et vous me mettez en story. Si vous avez des questions, je reste disponible. Si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit, on ne mord pas. On a du temps pour tout le monde. D'accord? Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Peace.